Le rendez-vous de l'information du journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre site et notre application, mais aussi en direct vidéo désormais sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce jeudi 25 juin, près de 500 nouveaux cas d'infection au coronavirus en Israël. C'est un record depuis le début du mois d'avril. Bonne nouvelle néanmoins, le nombre d'hospitalisations recule. On en parle dès le début de ce journal. Autre titre de cette édition, le suspense autour de la position de Donald Trump sur le plan d'annexion israélien d'une partie de la Judée-Samarie. Le président américain doit faire une annonce importante très prochainement selon sa conseillère en communication. On l'écoutera dans un instant. Nous reviendrons également sur les déclarations hier soir au Sénat de Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères français met en garde le gouvernement israélien sur le coût d'une annexion. En France, où le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce un dépistage inédit de plus d'1 million de personnes en Ile-de-France. Objectif, tester les clusters dormants. Et puis, une invitée exceptionnelle dans quelques minutes sur ce plateau, Irit Benaba, la nouvelle ambassadrice d'Israël en France, a choisi Radio J pour sa première interview dans le pays. Irit Benaba qui sera l'invité fil rouge de cette édition. Radio J. Pas de répit en Israël sur le front du Covid-19. Les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé confirment que la circulation du virus se poursuit. 479 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit le plus mauvais bilan depuis le 9 avril dans le pays. Au total, 5796 personnes sont actuellement malades, dont 46 dans un état sérieux. Les tests de dépistage se maintiennent à un nombre élevé pour identifier et briser les chaînes de contamination. De bonnes nouvelles néanmoins. La première, c'est que le bilan des victimes reste stable avec 308 morts depuis le début de la crise. La seconde concerne le recul du nombre d'hospitalisations qui s'élève désormais à 189. L'heure est néanmoins à la prudence et à la vigilance. Le ministère israélien de la Santé envisage de réduire le nombre d'invités autorisés à participer dans les prochaines semaines à des festivités de mariage. Actuellement, ce type d'événement peut accueillir jusqu'à 250 personnes, mais ça pourrait ne pas durer. C'est ce que laisse entendre en tout cas ce matin le nouveau directeur général du ministère, Chézi Lévy, qui a succédé il y a quelques semaines à Moshe Bar Simantov. La lutte contre le Covid-19 qui est une fois encore à la une des médias israéliens aujourd'hui. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Et c'est incontestablement ce matin encore le coronavirus qui fait les manchettes des quotidiens avec plusieurs titres importants qui résument la crise à la fois sanitaire et économique. Le Israël Hayom parle ce matin en manchette du virus de la nonchalance, celle des Israéliens qui continuent à ne pas respecter les mesures d'hygiène et que le journal qualifie de délinquants du corona. Preuve en est, le journal affirme que plus de 80 000 contraventions ont été dressées contre des Israéliens qui ont bafoué les mesures sanitaires. 55% d'entre eux sont des jeunes de 18 à 29 ans. Les villes les plus réfractaires, on va dire, à ces mesures étant Tel Aviv et Jérusalem. Et au sein de la police israélienne, on affirme que l'on ne souhaite pas particulièrement distribuer des contraventions, mais qu'il faut que le public fasse montre de plus de discipline. Et en marge, le journal annonce que la Knesset a voté hier en première lecture une loi mandatant le Shin Bet pour s'occuper du traçage technologique des malades. Et le ministre Yuval Steinitz explique que la moitié des malades ont été dépistés au cours des derniers mois grâce à des systèmes, à ces systèmes très performants, donc du Shin Bet. Le Haaretz indique et rappelle que le Shin Bet s'est démarqué de cette loi, mais qu'au bout du compte, personne ne prend la peine de chercher une solution alternative, en sachant que par exemple l'application Magen 2 n'est, selon les autorités israéliennes, pas encore tout à fait au point. Le Yediot Aharonot, lui aussi, accorde sa manchette à l'épidémie qui rebondit avec un chiffre préoccupant, 532 nouveaux malades recensés en 24 heures et une augmentation de 200 malades à peine on a 48 heures à peine. Donc au cours des 2 derniers jours, les quotidiens israéliens et les sites d'information se consolent tout de même avec 2 constatations. Il n'y a pas eu de décès au cours des 24 dernières heures et surtout le nombre de malades graves ou sous assistance respiratoire n'a quasiment pas augmenté. Mais ce qui préoccupe plus particulièrement ce matin le Yediot Aharonot, c'est l'aspect économique de la crise. Et là, le grand quotidien nous lance son grand
coup de gueule en s'insurgeant contre la démarche conjointe du Likoud et du Parti bleu-blanc qui se sont opposés hier à l'attribution d'allocations chômage aux indépendants israéliens. Le vote et le toupet des élus, titre le Yediot Aharonot, qui rappelle que le gouvernement d'union nationale a été créé il y a 6 semaines pour lutter contre la crise et qui constate que finalement, les élus israéliens ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs élus, et pas à leurs élus, à ceux qui les ont élus à la Knesset. Le Yediot Aharonot, visiblement furieux, publie en page 3 sur fond rouge la liste des députés qui ont voté donc contre la loi visant à accorder une allocation chômage aux indépendants, à des centaines de milliers d'indépendants qui en auraient bien besoin. Et puis plus loin, le quotidien israélien consacre 2 pages aux commerçants des principaux marchés populaires du pays, le Mahane Yehuda à Jérusalem, mais surtout le marché Hatikva à Tel Aviv, un marché qui porte aujourd'hui mal son nom puisque les commerçants perdent espoir face à la réduction sensible du volume de leurs bénéfices. Revenons au Israël Hayom qui lui se fait ce matin l'écho en première page du plan de sauvetage économique que le ministre des Finances Israël Katz a l'intention de déposer devant le gouvernement. Ce plan inclut 100 milliards de shekels d'investissement pour les infrastructures nationales, la baisse des denrées alimentaires et la création d'une nouvelle bourse financière en Israël. C'était Daniel Haïk depuis Jérusalem. 14h08, quelques écrans publicitaires tout de suite avant de retrouver notre invité du jour, la nouvelle ambassadrice d'Israël en France, Irit Ben-Abba. Tout de suite. Le gouvernement israélien qui renforce les mesures pour enrayer la reprise de l'épidémie du coronavirus. Les nouveaux cas touchent aussi les communautés ultra-orthodoxes. Celles-ci semblent pourtant s'adapter et se conformer plus facilement que les autres aux consignes sanitaires. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Avec la nouvelle envolée des cas de Covid-19 en Israël, ce sont une nouvelle fois des centres de population ultra-orthodoxes qui se retrouvent sur la liste rouge, même s'il faut souligner qu'ils ne sont pas les seuls. Il faudra donc attendre une étude épidémiologique approfondie pour comprendre les chaînes de contamination, car s'il y a un segment de la population israélienne dont le comportement a changé du tout au tout, c'est bien celui des juifs ultra-religieux. Dans les premières semaines de l'épidémie, ils s'étaient montrés les plus sceptiques et les plus indifférents à la progression de la maladie, refusant de modifier leurs habitudes et en particulier de limiter leur participation aux offices ou à l'étude religieuse. Lors de la fête de Purim à la mi-mars et les traditionnels repas et célébrations, les cas de coronavirus s'étaient multipliés dans les agglomérations ultra-orthodoxes, mais depuis, les messages ont été entendus, en particulier par les rabbins. À quelques rares exceptions, les chefs de communauté ont édicté des règles strictes que leurs fidèles ont scrupuleusement respectées. Aujourd'hui, dans les rues de Bnei Brak ou dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem, tous les passants ont le visage protégé par un masque. Les distances sociales sont appliquées partout sans que la police ait besoin d'intervenir comme elle le fait dans le reste du pays. D'ailleurs, à Bnei Brak, le maire a pris des arrêtés municipaux encore plus sévères que les consignes fixées par le ministère de la Santé. Il a ainsi imposé la fermeture d'office de tout magasin ou de toute synagogue après 5 infractions constatées aux règles sanitaires. Dans le quotidien Haredi, à Ted Neheman, plusieurs rabbins ont même avisé leurs lecteurs qu'une personne qui ne porterait pas de masque serait assimilée par la communauté à un meurtrier potentiel. Ce qui avait manqué à la population juive ultra-orthodoxe au commencement de l'épidémie, c'était l'engagement de ces chefs religieux, seule autorité qui surpasse celle des institutions publiques. Si eux validaient la gravité de la situation, alors c'est qu'elle était bien réelle. Et depuis qu'ils ont fait fonctionner leur système de communication interne, le message est passé, car paradoxalement, c'est pour la population ultra-religieuse israélienne que le respect des règles est peut-être le plus facile. Culturellement habituée à se fier à une autorité et formée à des usages et traditions spécifiques de vie, une fois que ceux-ci sont définis, elle n'a plus qu'à s'y conformer. C'est peu ou prou ce qui se passe avec le respect des règles de la cache-route, codifiées dans les moindres détails. Si chaque communauté peut avoir un système de cache-route différent, ou plus ou moins sévère, chacun de ses membres le connaît et l'applique comme un véritable viatique pour lui et sa famille. Une fois intégrée la réalité du coronavirus dans la routine sociale, il suffisait de se référer aux rabbins pour suivre les règles de base et, le cas échéant, demander leur interprétation sur thème qui laisserait une part d'interrogation. Ce type de fonctionnement particulièrement rigide de discipline collective qui vise surtout à couper et à protéger la communauté des menaces extérieures a souvent accru la fracture au sein de la société israélienne, mais il serait peut-être intéressant d'en isoler les facteurs positifs pour aider le reste de la population israélienne à mieux se défendre contre le virus.
Pascal Zonshine depuis Jérusalem. Je me tourne maintenant vers l'invité fil rouge de cette édition. Bonjour Irit Benaba. Bonjour. Vous êtes la nouvelle ambassadrice d'Israël en France depuis quelques semaines maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première interview en France. Merci donc d'avoir choisi Radio J. Le porte-parole de l'ambassade d'Israël, Shimon Mercerud, est également à nos côtés pour assurer la traduction de cet échange. Bonjour Shimon. Bonjour. Madame l'ambassadrice, diriez-vous que la population israélienne s'est montrée un peu imprudente ces dernières semaines, ou faut-il conclure que le déconfinement dans certains secteurs, peut-être notamment dans le secteur scolaire, a été un peu trop rapide? האם את מוצאת שהאוכלוסייה הישראלית גילתה חוסר זהירות ושהיציאה מהסגר הייתה מהירה מדי, במיוחד בבתי הספר? קודם כל אני רוצה להגיד תודה לרדיו ג'יי שמארח אותי כאן אחרי הצהריים. תודה רבה. Je remercie Radio J de m'accueillir cet après-midi. ועכשיו אני אתייחס אנחנו לא רוצים לקרוא לזה הגל השני בישראל, אבל יש בהחלט עלייה במספר האנשים שחולים, שזוהו כחולים. On ne préfère pas parler d'une deuxième vague déjà, mais c'est vrai qu'il y a une hausse dans le nombre des personnes malades. והסיבות הן רבות. קודם כל הזכרת נכון שבתי הספר נפתחו, זה היה כבר לפני חודש. בהתחלה בהחלט הייתה כוונה לשמור על קפסולות, ושלא כל הילדים יבואו כל יום לבית ספר, היו משמרות וכו'. אחרי שבוע, בלחץ גדול של ההורים, שחלקם הגדול רצה לחזור לעבודה. כמו בצרפת. החליטו לפתוח את בתי הספר, כפי שהיה לפני הקורונה. Il y a un certain nombre de raisons pour cette hausse. Au départ, comme vous avez dit, on a réouvert les écoles. D'emblée, l'intention était de faire l'ouverture dans le cadre des capsules, des petits groupes des étudiants. Mais au bout de quelques jours, la pression des parents était telle qu'il fallait rouvrir les écoles dans les formats standards. אז אחת הסיבות שאנחנו רואים תחלואה מאוד גבוהה בשלושה שבועות האחרונים, זה בהחלט בתי הספר שנפתחו, ורוב מי שאובחן כחולה, או לא חולה, אלא שיש לו את הווירוס, הם באמת ילדים, תלמידים, בתי הספר ומורים. Du coup, en effet, une des raisons, c'est la réouverture des écoles. Et en effet, on trouve que parmi ceux qui ont été diagnostiqués comme positifs du coronavirus, il y en a beaucoup des écoliers et des enseignants. יש בערך 30,000 היום אנשים שנמצאים בבידוד, שהיו במגע עם התלמידים ועם המורים, שזה מספר בהחלט גבוה, אבל אלה כמובן מי שבידוד לא בהכרח הוא מאובחן כנושא את הווירוס. On compte quelques 30,000 personnes qui sont actuellement en quarantaine suite à un contact avec une personne contaminée, mais ces personnes-là ne sont pas forcément malades, mais ils sont obligés de respecter la quarantaine pour une certaine période. אז מה שאנחנו רואים זה באמת עלייה במספר האנשים שהם חולים, יש עלייה במספר המאושפזים, אבל העלייה הקטנה בינתיים היא במספר החולים הקשים ומספר החולים שנמצאים ב-intensive care units. Donc, il y a en effet une hausse du nombre de personnes positives du Covid, mais pour l'instant, on ne trouve pas encore une hausse significative dans le nombre de personnes qui sont gravement malades ou qui sont en réanimation. הממשלה לא רוצה להגיע למצב שהיא מכריזה על סגר חדש, כי ראינו את ההשלכות הקשות על הכלכלה בסגר הקודם. אז מה שעושים היום זה סוגרים שכונות בתוך ערים, ששם ראינו תחלואה גבוהה במיוחד. אז זאת המדיניות עכשיו, לסגור שכונות, ולפעמים גם ערים שלמות, שיש בהן תחלואה גבוהה, אבל לא לעשות סגר שלם על המדינה. Le gouvernement ne souhaite pas réimposer le confinement général, car on a vu les conséquences très douloureuses pour l'économie la dernière fois. Et de ce fait, la politique actuellement, c'est de fermer certains quartiers, voire certaines villes où on trouve
incidence importante du Covid, au lieu de reconfiner tout le pays. Alors c'est notamment le cas de la ville d'Elad et de plusieurs quartiers de Tibériade. Vous évoquez, Madame l'ambassadrice, la question économique. Israël connaît actuellement probablement l'une des plus graves crises économiques de son histoire. 40% de la population peinerait à régler ses dépenses fondamentales, selon une récente étude. Le gouvernement a présenté plusieurs plans de relance et de soutien de l'économie ces dernières semaines. Est-ce que là, cela peut suffire ou faudra-t-il aller encore plus loin pour éviter un accroissement des inégalités, notamment dans le pays? אנחנו ראינו תוצאות כלכליות מאוד קשות של הסגר הקודם, כמו שציינת, עלייה דרמטית בשיעור מבקשי העבודה. הממשלה הכריזה על צעדים מסוימים לנסות ולצמצם את הפגיעה, אבל האם הממשלה עושה מספיק כדי לצמצם את הפגיעה הכלכלית באזרחים? אז הממשלה באמת עושה כל מה שהיא יכולה כדי לתמוך קודם כל אלה שפוטרו, מקבלים דמי אבטלה. עצמאים קיבלו איזשהו סכום כספי, הם טוענים שזה לא מספיק, אבל זה הממשלה כן נתנה סכום כספי לעצמאים. הבעיה העיקרית היא באותם ענפים שנפגעו הכי קשה, ענפי התיירות, האירוח, האומנויות, ששם ייקח הרבה זמן עד שהענפים האלה ישתקמו, ויהיו לצערנו הרב, כמו הרבה מקומות אחרים בעולם, יהיו הרבה אנשים שבענפים האלה יפוטרו, כי אנחנו לא רואים את החזרה המאוד מיידית של ענפי התיירות, המלונאות, התעופה, זה ייקח עוד זמן עד שהענפים האלה ישתקמו. אז תהיה בהחלט, יהיה שלב של פיטורים בענפים האלה. הממשלה עכשיו בונה תוכניות איך את האנשים האלה שנפלטים מהענפים שנפגעו, איך לעשות להם תוכניות שיוכלו אחר כך למצוא תעסוקה בענפים אחרים. Le gouvernement a fait tout possible pour alléger le coût économique. Il y a des chômages partiels qui est payé pour tous ceux qui ont perdu leur travail. Les indépendants qui ne travaillaient pas pendant la crise ont reçu une certaine somme, une certaine subvention ils considèrent que ce subvention ne suffit pas, mais c'est ce que le gouvernement a pu donner. Le problème principal, c'est dans ces secteurs qui ont été impactés d'une manière particulièrement grave, à savoir le tourisme et l'événementiel. Et on voit en effet que on peut pas prévoir un retour du secteur du tourisme au normal dans les jours et la période à venir. Et malheureusement, il faut s'attendre à ce que beaucoup de personnes dans ce secteur perdent encore leur travail. Et qu'il y a en effet un hausse de chômage dans ce secteur. Ce que le gouvernement essaye de faire, c'est de développer un programme pour la réintégration économique des personnes qui auraient perdu leur travail dans le secteur du tourisme, dans les autres secteurs économiques du marché. Et c'est sur ça qu'on travaille actuellement. Et à ce sujet, la compagnie EasyJet a annoncé tout à l'heure qu'elle reprenait ses vols vers plusieurs capitales européennes, notamment Paris. 14h20, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal magazine en compagnie de la nouvelle ambassadrice d'Israël en France, Irit Ben-Abba. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Et on ouvre le dossier annexion de cette édition. Donald Trump devrait bientôt s'exprimer publiquement sur ce projet israélien d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie. C'est la conseillère en communication du président Kellyanne Conway qui l'a assuré hier soir devant des journalistes. On l'écoute. Il y a des discussions en cours. Le président va faire une annonce importante que je lui laisse le soin de dévoiler. Je suis très heureuse que ces pourparlers se poursuivent. Donald Trump s'efforce d'être un agent de la paix au Moyen-Orient. C'est ce qu'il essaie de faire. Il a tenté de ramener la paix dans la région de différentes manières. Et merci à Philippe pour cette traduction. Alors, quelle pourrait être cette position américaine particulièrement attendue ? Eh bien, Pascal Zonshine a posé la question ce matin à Emmanuel Navon. Il est professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On le saura en fin de journée ou en tout cas demain, puisqu'il doit se tenir à Washington justement une réunion entre les principaux conseillers du président Trump sur la question du Proche-Orient pour arriver à une décision sur la question de savoir si oui ou non l'administration Trump approuve une décision israélienne d'annexion partielle
en absence de négociations, puisque je vous rappelle qu'il y a une confusion depuis l'annonce du plan Trump au mois de janvier, lorsque le plan Trump avait été révélé, dévoilé au mois de janvier. Eh bien, ce plan parlait à la fois d'annexion israélienne, mais également palestinienne, d'échanges territoriaux et de négociations en vue de l'établissement d'un État palestinien démilitarisé sur environ 70% de la Judée-Samarie. Immédiatement, Netanyahou avait annoncé qu'Israël allait avancer avec l'annexion, sans attendre les négociations et l'accord des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Et tout de suite, il avait été stoppé par Jared Kushner, le gendre du président. Depuis, il y a un flou artistique. Quelle est la position américaine? Est-ce que c'est la position de David Friedman, l'ambassadeur américain en Israël? Ou bien est-ce la position de Jared Kushner? Donc je pense que la réunion d'aujourd'hui sera importante, sera décisive pour savoir quelle est officiellement la position américaine. Est-ce qu'elle exige d'attendre qu'il y ait des négociations? Est-ce qu'elle exige de savoir quelle sera la position des pays du Golfe? Ou bien est-ce qu'elle donne son feu vert à Israël? C'est Emmanuel Navon au micro de Pascal Zunshey. Madame l'ambassadrice, plusieurs options étaient avancées ces derniers mois. Une annexion de 30% de la Judée-Samarie, y compris la vallée du Jourdain, l'application de la souveraineté israélienne sur les blocs autour de Jérusalem, puis celle sur les zones à faible densité palestinienne. C'est en tout cas ce qu'avait exprimé, l'idée qu'avait exprimé publiquement le ministre de la Défense et le Premier ministre suppléant Benny Gantz. Quand les modalités de ce plan d'annexion israélien seront-ils dévoilées? הוצאו מספר אפשרויות לגבי תוכנית סיפוח אפשרית. דובר על אפשרות של סיפוח של 30% מיהודה ושומרון, כולל בקעת הירדן. דובר על אפשרות של סיפוח הגושים. דובר על אפשרות של סיפוח האזורים הפחות מאוכלסים, כמו שהעלה שר הביטחון וראש הממשלה החליפי. מתי יוחלט מה יהיה המתווה של תוכנית הסיפוח? אז כמו שאמר הדובר לפניי, היום אנחנו ממתינים להודעה של נשיא ארצות הברית, טראמפ, בהקשר לתוכנית שהוא הציג לשני הצדדים, בחודש ינואר האחרון. נמתין ונראה מה נשיא ארצות הברית הולך לומר היום אחר הצהריים. Comme l'a dit l'intervenant précédent, nous attendons aujourd'hui l'annonce du président américain Trump par rapport à son plan de paix qu'il a proposé aux deux côtés. Et une fois qu'il s'exprime, on saura mieux ce qu'il entend de faire. Vous évoquiez la prise de position particulièrement attendue de Donald Trump dans les prochains jours, ou peut-être même dans les prochaines heures, et on imagine mal, à vrai dire, que le gouvernement israélien ne coordonne pas son action avec Washington, mais dans le même temps, hier, le secrétaire d'État Mike Pompeo a rappelé que la décision revenait à Israël et Israël uniquement. Le cabinet d'urgence national israélien peut-il aller plus loin que ce que préconiserait l'administration américaine? קשה, אנחנו כנראה נשמע את ההודעה של טראמפ בימים הקרובים או בשעות הקרובות. קשה להאמין שהמהלכים של ישראל אינם מתואמים עם ארצות הברית. עם זאת, שר החוץ האמריקאי פומפאו אמר שההחלטה על סיפוח היא החלטה ישראלית וישראלית בלבד. האם ייתכן מצב שישראל הולכת מעבר למה שמציע לעשות הנשיא האמריקאי? אני מציעה שאנחנו נמתין לשמוע מה אומר נשיא ארצות הברית. אין ספק שההחלטה שיקבל ראש הממשלה בשותפות מלאה עם ראש הממשלה החליפי, מר גנץ, תיקח בחשבון את מה שיאמר היום על ידי נשיא המדינה, ובסופו של דבר, כמו שראש הממשלה אמר לא פעם, צעדים שאנחנו ננקוט בהם, ההחלטה שראש הממשלה יקבל, תיקח בחשבון את העמדה האמריקאית, אבל גם את האינטרס הישראלי. Je propose qu'on attende d'entendre la prise de parole du président américain. Cela dit, toute décision prise par Israël sera prise en accord entre le Premier ministre Netanyahou et le Premier ministre suppléant Gantz, et prendra sans aucun doute prendra en compte, sans aucun doute, la position américaine. Le Premier ministre Netanyahou l'a dit déjà que nous allons prendre cette décision en prenant en compte la position américaine, et c'est à cela qu'il faut s'attendre. L'existence d'un consensus entre les partenaires de la coalition, d'un côté les membres du Likoud, emmenés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et de l'autre
les membres de Kahol Lavan emmenés par le Premier ministre suppléant Benny Gantz. Ce consensus-là est indispensable selon vous pour mener à bien ce projet d'annexion ? האם תמימות דעים בין השותפים השונים בממשלה, הליכוד מחד וכחול לבן מאידך, היא הכרחית בעינייך כדי לקבל החלטה בנושא הסיפוח? אני חושבת שזה לא רק בעיניי, זה בעיני ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי. יש ביניהם הסכמה שההחלטה תתקבל במשא ומתן או בהבנה של שניהם. וכך נעשה עד היום, וכך כנראה יעשה גם בעתיד. Ce n'est pas seulement mon avis, c'est l'avis déclaré du Premier ministre Netanyahu et du Premier ministre suppléant Gantz. Ils ont déclaré que toute décision qu'ils vont prendre sera prise en dialogue et en entente entre les deux parties. C'est comme cela que les choses sont déroulées jusqu'ici et c'est comme cela qu'ils vont continuer à se dérouler d'ici. Et en l'absence de consensus, pourrait-on aller vers de 4e élection ? במקרה שאין הסכמה, האם יש סכנה שנלך לבחירות רביעיות? יכול להיות מצב כזה, יכול להיות שנצטרך ללכת לבחירות רביעיות בגלל אי הסכמה על דברים אחרים, ולאו דווקא רק בנושא הריבונות. נקווה שלא נצטרך להגיע למצב הזה, כי בסיטואציה שישראל נמצאת בה היום, אחרי שלב א' של המגפה, ועם תחילתו של אולי גל שני, והמצב הכלכלי שאנחנו נמצאים, הריבוי של המובטלים, זה לא מצב טוב שישראל תצטרך ללכת עכשיו לבחירות נוספות. C'est une possibilité. Par ailleurs, c'est possible qu'on se trouve dans les quatrièmes élections à cause d'autres désaccords entre les partis, à part la question de la souveraineté. Mais je pense que dans le contexte actuel, entre la première vague de la pandémie et la deuxième, avec tous les problèmes qui ont été entraînés par cette crise, ce n'est pas quelque chose dont le pays a besoin en ce moment. Et j'espère vraiment nous allons pas nous y trouver. Je voudrais qu'on dise maintenant un mot sur l'Europe et la diplomatie européenne. L'Allemagne présidera justement à partir du 1er juillet le Conseil européen, mais aussi le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Berlin a demandé publiquement, il y a quelques jours, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, à Israël de renoncer à ce projet. La France se montre également particulièrement critique, y compris publiquement. On va écouter tout de suite le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Il était hier soir au Sénat. Le projet d'annexion que le Premier ministre Netanyahou a endossé dans son discours d'ouverture se propose de mettre en œuvre cette vision de manière unilatérale et accélérée. Et si cette annonce se concrétisait, ce serait, je pèse mes mots, la décision la plus grave dans le conflit israélo-palestinien depuis 1980 et la loi constitutionnelle israélienne sur Jérusalem. La plus grave depuis 1980, selon Jean-Yves Le Drian. Madame l'ambassadrice, l'exécutif israélien se prépare-t-il à de nouvelles sanctions, des sanctions européennes? האם ממשלת ישראל נערכת למצב שיוטלו על הסנקציות על ידי האיחוד האירופי? אנחנו שומעים את כל הקולות שמגיעים מבירות שונות באירופה, כולל כאן מפריז. Nous entendons toutes les voix qui sont émises des capitaux différents de l'Europe, y compris ici de Paris. כמובן ששמענו גם את דבריו של שר החוץ הצרפתי אתמול באספה הלאומית. Nous avons bien entendu aussi écouter la parole du ministre des Affaires étrangères ici au Sénat. אנחנו מדברים גם כאן בפריז עם כל מי שיש לו, יש לנו צורך לדבר איתו ולנסות ולהסביר להם את העמדה הישראלית. Nous menons un dialogue ici à Paris avec tous ceux qui sont pertinents, avec qui il faut dialoguer sur ce sujet et expliquer notre avis et notre politique. הייתה שיחת טלפון חשובה בין שני שרי החוץ של ישראל וצרפת בשבוע שעבר. Il y a eu un entretien téléphonique important entre les deux ministres des Affaires étrangères la semaine dernière. כמו שהזכרת, היה גם ביקור של שר החוץ הגרמני בישראל לפני שבוע. כך שיש דיאלוג שוטף בין
ישראל בכל הרמות האפשריות ומנהיגים באירופה. Comme vous l'avez évoqué, il y a eu la visite du ministre allemand des Affaires étrangères en Israël la semaine dernière. Cela veut dire qu'il existe un dialogue à tous les niveaux entre Israël et les partenaires européens. ואנחנו מאוד מקווים שהתגובה שהאיחוד האירופי יקבל, כשיהיה סיפוח, שהתגובה לא תהיה, כמו שהם אומרים, סנקציות על מדינת ישראל, אלא שהתגובה תהיה באמירות בלבד ולא בצעדים. Nous espérons vraiment que la réaction, s'il y en a du côté de l'Europe à toute annexion éventuelle, ne sera pas des sanctions, mais sera des déclarations. אין שום סיבה שהאיחוד האירופי ינקוט בסנקציות נגד מדינת ישראל. Il n'y a aucune raison que l'Union européenne impose des sanctions sur Israël. תוכנית טראמפ הוגשה לשני הצדדים. אנחנו מוכנים בכל דקה לחזור ולשוב לשולחן המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית. Le plan de paix de Trump a été proposé aux deux côtés. Nous, de notre côté, nous sommes d'accord pour retourner à la table de négociation à tout moment. הפלסטינים הם אלה שמסרבים לשוב לשולחן הדיונים. הם לא היו חלק תוכנית טראמפ, בשלבים המאוד מאוד ראשונים של תוכנית טראמפ, הם הודיעו שהם לא מנהלים משא ומתן עם ארצות הברית. Ce sont les Palestiniens qui ont refusé de retourner à la table des négociations. Ils se sont exclus du processus de formation du plan de paix de Trump. Ils ont déclaré à une étape très tôt qu'ils ne seront pas d'accord de dialoguer avec les Américains. וכדאי שבאמת כל הצדדים, בייחוד באירופה, ששם אנחנו שומעים את הביקורת הגדולה, שישפיעו על הפלסטינים לחזור חזרה לשולחן הדיונים ולנהל איתנו משא ומתן על מדינה פלסטינית, כפי שכתוב בתוכנית טראמפ. Et il serait bien que tous ceux qui s'expriment sur le sujet mettent plutôt la pression sur le côté palestinien de revenir aux négociations et d'en prendre parti comme il est indiqué dans le plan de Trump. Madame l'ambassadrice, vous restez avec nous. On va déployer la suite de l'actualité au Proche-Orient avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Le département d'État américain a mis en garde contre le soutien croissant de l'Iran aux groupes terroristes. Le rapport du département fait état d'une recrudescence des activités des groupes extrémistes affiliés à l'État islamique en Afrique et en Asie du Sud-Est. Il indique aussi que l'Iran continue de fomenter le terrorisme à l'échelle mondiale. Selon le rapport, de dangereuses menaces terroristes ont pesé l'année dernière malgré de lourdes pertes subies par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. L'Iran qui produirait, Gabriel, secrètement de la poudre d'aluminium pour l'utiliser dans le cadre de son programme de missiles. Oui, Steve, selon le rapport de l'agence Reuters, le corps des gardiens de la révolution iranien gère depuis 5 ans une installation produisant du matériel de qualité militaire dans le nord-est du pays. Produite à partir de bauxite, la poudre d'aluminium est un ingrédient central des produits de propulsion à combustible solide utilisés pour le lancement de missiles. Selon des experts, l'utilisation de poudre d'aluminium dans le cadre de son programme pourrait permettre à l'Iran de contourner certaines limitations de la production de missiles, toujours en place dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Merci Gabriel. Irit Ben-Abbad, des représentants des gouvernements grecs et chypriotes étaient ces dernières semaines et ces derniers jours en Israël. Le ministre des Affaires étrangères chypriote Nikos Christodoulides y a mené une visite en déplacement. Il y a beaucoup été question de partenariat énergétique, portant notamment en particulier sur le gazoduc EastMed. Vous avez été ambassadrice d'Israël en Grèce. Quels enjeux revêt la formation de ce triangle stratégique Israël-Grèce-Chypre? בתקופה האחרונה היו ביקורים בארץ של בכירים יוונים, שר החוץ וקפריסאים, שר החוץ הקפריסאי ביקר בישראל, היו מגעים גם עם בכירים יוונים, עד שהיית שגרירת ישראל ביוון. תסביר לנו מה היעדים של ישראל במסגרת כריתת הברית הזאת עם יוון וקפריסין, בין היתר בהקשר של הגז הטבעי. אז אני הייתי שגרירה באתונה 5 שנים עד הקיץ האחרון, ובתקופה הזאת הקמנו את המשולש ההלני, שזה ישראל, יוון וקפריסין,
זאת הייתה תקופה מאוד מרתקת, מאוד חשובה ליחסי החוץ של מדינת ישראל ולאזור כולו. J'étais ambassadrice d'Israël à Athènes pendant 5 ans, jusqu'à l'été dernier. Pendant mon mandat, nous avons établi ce que nous appelons le triangle hellénique, avec Israël, le Chypre et la Grèce. C'est un développement très très important pour la diplomatie israélienne et pour la diplomatie régionale. ואני אחזיר אתכם כמה שנים אחורה להקמת המדינה, לתקופה של בן גוריון, שבן גוריון דיבר על המדיניות האסטרטגית של מדינת ישראל, והוא דיבר על הצורך של ישראל Deuxième ceinture. דזיאם שנטר. החגורה השנייה. כן, נכון. שיהיו לה שיתופי פעולה ובריתות עם המדינות השכנות, והוא ציין במפורש את יוון וקפריסין. Je vous ramène quelques années dans le passé, au moment de l'établissement de l'État d'Israël. À ce moment-là, le Premier ministre Ben Gurion a souligné la nécessité d'Israël d'entretenir des relations, des coopérations avec les États environnants et surtout avec la Grèce. אז לקח לנו כמה שנים טובות לצערנו, אבל הגענו לברית הזו שבן גוריון בעצם חזה אותה עוד 70 שנה אחורה. Nous avons mis du temps, malheureusement ça ne s'est pas fait tout de suite, mais finalement on est arrivé à réaliser ce rêve de Ben Gurion de 70 ans avant, et d'établir cette traité avec la Grèce. וזה מתחבר גם עם העובדה שישראל היא מדינה קטנה, היא נמצאת בסביבה שאין לה, מלבד מצרים וירדן, אין לה קשרים עם המדינות השכנות, ואנחנו זקוקים לשותפויות עם המדינות שסביבנו. Cela se rejoint au fait qu'Israël c'est un pays petit, qui, à part la Jordanie et l'Égypte, n'a pas de relation avec les pays qui l'entourent et a besoin des coopérations et des liens avec des pays dans la région. ושיתופי הפעולה האלה הם רבים. תמיד אמרנו, השמיים הם הגבול, כן? אפשר לעשות המון דברים ביחד כמדינות שכנות. ופה באירופה אתם מאוד יודעים איך לשתף פעולה עם המדינות השכנות. Ces coopérations sont nombreuses. On disait toujours que le ciel, les limites de ce qu'on peut faire ensemble. Ici en Europe, vous savez très bien à quel point on peut coopérer avec les pays qui s'entourent. שיתופי פעולה הזכרת נכון, התחילו, אולי כל השיח התחיל סביב העניין של הגז הטבעי, שישראל מצאה בים הכלכלי של ישראל לפני 10 שנים, וכמות מאוד גדולה של גז, והתחלנו לחשוב מה אנחנו עושים עם כל הגז הזה. ישראל צריכה גז, אבל היא לא צריכה את הכמויות הגדולות שמצאנו בים, ובאופן מאוד טבעי אתה מתחיל לדבר עם המדינות השכנות שהן הפוטנציאל הראשון או לקנות ממך את הגז, אבל אנחנו מדברים בשתי מדינות יחסית קטנות, גם קפריסין וגם יוון, או שהגז ילך לאירופה דרך המדינות האלה. ועל הבסיס הזה התחילה השותפות, אבל השותפות לא מבוססת רק על העניין של האנרגיה, אלא יש לה ממדים רבים ביותר. La coopération a commencé, comme vous avez bien évoqué, avec la coopération énergique. Alors, au moment où Israël a trouvé des grandes réserves de gaz naturel dans ses eaux économiques, nous avons en effet besoin du gaz naturel, mais pas dans les quantités que nous avons trouvées dans cette région. Et de ce fait, on a commencé à penser à qui est-ce qu'on peut exporter ce gaz naturel. Et on pense naturellement aux pays qui sont à côté. Et donc, on a pensé à la Grèce et au Chypre. Ce pays-là, eux-mêmes, ne sont pas très grands. Leurs besoins énergiques ne sont pas énormes. Et c'est de ce fait qu'il venait l'idée d'utiliser un gazoduc, comme vous avez dit, pour faire passer le gaz à toute l'Europe, depuis Israël, à partir de la Grèce et le Chypre. אבל השותפות היא נוגעת גם בתחומים של טרור, של עכשיו זה מאוד ברור למה אנחנו צריכים לשתף פעולה למשל בנושא של איכות סביבה,
מגפות, כמו שראינו עכשיו, שריפות. שתי המדינות האלה, יוון וקפריסין, עזרו לישראל הרבה מאוד בשריפות הגדולות שהיו בשנים האחרונות, ב-2010 השריפה הגדולה בכרמל, שזו פעם ראשונה שקיבלנו סיוע מיוון, כי לא היו לנו שום יכולות במדינת ישראל להתמודד עם השריפות האלה. שיתופי הפעולה מדברים גם על חדשנות טכנולוגית, על חקלאות, תרבות, ארכיאולוגיה, יש באמת מגוון רחב מאוד של תחומים שאנחנו מדברים עליהם עם שתי המדינות האלה, והבסיס העיקרי הוא באמת השותפות של ערכים דמוקרטיים משותפים, 3 מדינות דמוקרטיות באזור שהוא לאו דווקא כולו שפוי במדינות démocratiques. Il faut souligner que la coopération n'est pas seulement énergique, il y a aussi la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la coopération dans la protection de l'environnement, la coopération, comme nous avons vu récemment, dans la lutte contre les pandémies, dans la lutte contre les incendies. Il faut se rappeler que quand Israël a souffert des grands incendies dans le nord, c'est le Chypre et la Grèce qui étaient parmi les pays qui nous ont aidés le plus, parce que nous, à ce moment-là, n'avions pas les moyens pour lutter contre des incendies de cette envergure. Et il y a aussi de la coopération dans l'innovation technologique, dans l'agriculture, dans la culture, et dans toute une gamme des sujets et des thématiques différentes. Quand la base de toutes ces relations, c'est le socle des valeurs communes, à savoir les valeurs démocratiques qui ne sont pas évidentes dans les régions où nous vivons. Un projet de triangle stratégique qui plaît peu, notamment un autre voisin de Chypre et de la Grèce, Ankara. Madame l'ambassadrice, est-ce qu'on a tort également de voir dans ce grand projet stratégique que vous venez d'évoquer une tentative d'endiguement de l'Iran, une forme de renouvellement de la stratégie de deuxième ceinture que vous évoquiez il y a quelques instants, qui dans les années 50 voyait Israël se rapprocher d'un certain nombre d'États qui étaient pour endiguer l'influence soviétique dans le monde arabe. מקום אחד שבו בטח לא רואים בעין טובה את המשולש האסטרטגי הזה, זה באנקרה. האם יש בעינייך אלמנט בברית המשולשת של בלימה של איראן, כפי שנחזה בזמנו בחזון ברית הפריפריות של בן גוריון, של יצירת קשר עם מדינות של המעגל השלישי, בזמנו זה היה כדי לבלום את ההשפעה הסובייטית, והיום אולי לבלום את ההשפעה של איראן. המשולש הזה הוא בעצם דבר ראשון, כמו שאמרתי, כדי ליצור איזושהי שותפות אסטרטגית במזרח הים התיכון, והוא לא מיועד, וזה נאמר גם בראשית הדרך, הוא לא מיועד נגד מדינות שלישיות. La coopération entre ces 3 pays, ces triangles stratégiques, comme je l'ai dit, est basée sur la coopération entre les 3 pays dans l'Est de Méditerranée. Elle ne vise pas aucun tiers pays, et cela a été dit très clairement. אנחנו מאוד מקווים שביום מן הימים אפשר יהיה לצרף את טורקיה לשותפות הזו. Nous espérons vraiment qu'un de ces jours, ça sera possible de rejoindre la Turquie aussi à cette alliance. ואולי בעתיד הרחוק מדינות אחרות במזרח התיכון, אבל כרגע הבסיס העיקרי הוא באמת 3 המדינות האלה, שלאט לאט מייצרות איזושהי ברית מאוד מעניינת, וכבר ראינו את ההתפתחות שלה בארגון חדש שהוקם לפני כמה חודשים, זה היה יוזמה של המצרים, שוב, בנושאים של אנרגיה וגז טבעי, ה-East Mediterranean Gas Forum, שחברות בו ישראל, קפריסין ויוון, מצרים, הרשות הפלסטינית, ירדן, ואיטליה, וצרפת ביקשה להיות גם משקיפה בארגון הזה, אז זה רק מראה שהשותפויות שמתחילות ממשולש קטן יכולות להתרחב לשותפויות יותר רחבות, אם יש אינטרסים משותפים שמבוססים על רצון אמיתי ולא על יריבות. Nous espérons que
Dans le futur, ce sera possible de rejoindre encore des pays dans la région à cette coopération, mais il faut souligner qu'elle est basée sur la coopération. Elle ne vise pas aucun tiers pays. Nous avons vu déjà comment ce sort de coopération peut s'éteindre, peut s'élargir. Par exemple, récemment, l'Égypte a lancé nouvelle initiative, les East Mediterranean Gas Forum, aussi dans la coopération énergique, dont sont membres l'Égypte, Israël, Chypre, la Jordanie, l'autorité palestinienne, l'Italie aussi. La France a demandé un statut d'observateur. Et cela nous montre comment, quand il y a des intérêts communs, on peut vraiment développer les vraies coopérations et les vrais partenariats. 14h48, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et fin de ce journal. À tout de suite. Actualité en France avec vous, Gabriel, qu'on retrouve. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé tout à l'heure qu'une campagne de tests virologiques de très grande ampleur allait être lancée en Île-de-France. Cette campagne a pour but d'identifier les clusters dormants, notamment dans 30 communes d'Île-de-France. 4 régions, Île-de-France, Grand Est, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Hauts-de-France, regroupent actuellement 74% des patients hospitalisés en réanimation en raison de la Covid-19. Et pour faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, le fameux professeur Didier Raoult était auditionné hier soir à l'Assemblée nationale. Oui, Steve, il a critiqué l'organisation totalement archaïque des tests de dépistage du Covid-19 en France, qui a empêché, selon lui, de les utiliser de façon plus large. L'infectiologue marseillais a par ailleurs renouvelé l'affirmation selon laquelle certains détracteurs de l'hydroxychloroquine seraient financièrement liés au laboratoire Gilead, fabricant du Remdesivir, autre molécule dont l'efficacité est testée dans le traitement de la Covid-19. Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en leur vous voyant. Je le ferais pas. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a des... pour vous dire la vérité, je ne sais même pas si ça n'est que des liens d'intérêt. Je ne vous dis pas que les gens ont été achetés pour ça, mais les gens créent un écosystème, encore une fois, qui est un écosystème favorable dans lequel la vision qu'on a du monde est différente. Didier Raoult, qui était également l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, le professeur marseillais s'est déclaré sceptique sur le confinement. Le professeur a fait part de sa réserve sur cette mesure appliquée pendant près de 2 mois en France, entre le 17 mars et le 11 mai. L'infectiologue a également affirmé ne pas savoir si le confinement avait sauvé des vies. Sur le confinement, je suis très... J'allais y venir. Je suis très réservé parce que le confinement est une mesure politique. Oui. Et que en tant que tel, les facteurs qui déterminent que l'on va confiner ou pas confiner ne sont pas que des facteurs scientifiques et médicaux. Donc il y a des éléments dans le confinement qui, écoutez, c'est meilleur pour la société plutôt que les gens soient affolés. Le lien de causalité, ce que nous on appelle le lien de causalité, la démonstration que le confinement généralisé permet de mieux maîtriser l'infection n'est pas claire. Merci Gabriel Attal. Madame l'ambassadrice, vous vouliez nous parler d'un nouveau projet de l'ambassade qui va être organisé dans l'Essonne. De quoi s'agit-il? רציתי לספר לנו פעילות חדשה לשגרירות באזור האסון, במה מדובר? אז לפני שאנחנו נפרדים מהתוכנית היום, אני רוצה לספר על יוזמה יפה של נציגים בשגרירות. סוף הגל הראשון, נקווה שלא יהיו גלים נוספים בצרפת של הקורונה. Avant de partir, je voulais juste vous raconter d'une belle initiative de nos diplomates à l'ambassade pour la fin de cette vague de corona. Espérons qu'il y en aura plus encore de vagues. ולפני שכולם יוצאים לחופשות הקיץ, אנחנו החלטנו לעשות פעילות התנדבותית לטובת ילדים בסיכון. Nous avons décidé avant que tout le monde part pour les vacances d'été, nous voulions faire une activité de bénévolat pour les enfants à risque. בבית הספר שיש בו ילדים בסיכון, שנקרא la maison d'enfants Eliane Assar. Dans une école où il y a en effet des enfants à risque qui s'appelle la maison d'enfants Eliane Assar. בעיירה דרבי. Dans la ville de Dravé.
אנחנו ביום שלישי, בראשון ביולי, שליחים מהשגרירות יגיעו לבית הספר, יעשו שמח לילדים, יהיה זמר שישיר שירים בעברית ובצרפתית, ואנחנו מקווים לעשות בוקר מאוד מאוד שמח לילדים ולתת להם הרבה אושר בחיים, ונחלק גם ממתקים נחמדים מישראל, ואני מקווה שזה יהיה פרויקט ראשון שנעשה אותו אחר כך במקומות נוספים. Donc mardi prochain, le 1er juillet, les diplomates de l'ambassade vont visiter cette école. Ils vont chanter et célébrer avec les enfants. Il y aura aussi un chanteur israélien qui va représenter de la musique israélienne et française. Nous avons partagé des paniers avec des sucreries israéliennes pour monter le moral un peu, pour essayer de les rendre heureux. Et nous espérons que cela sera la première de plusieurs activités de ce sort dans la communauté que nous comptons faire dans les mois à venir. תודה רבה. שאירחתם אותי היום אחרי הצהריים, ואני מקווה שלמאזינים היה מעניין, ואני אשמח לבוא לכאן שוב. Merci beaucoup de m'avoir accueilli cet après-midi. J'espère que ça a intéressé vos auditeurs. Sans aucun doute. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. Eric Benaba, merci beaucoup d'avoir été mon invité cet après-midi, d'avoir choisi Radio J pour cette première interview en France. Belle route diplomatique dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous avec l'information dans un peu moins de 5 minutes avec le flash de Gabriel Attal. Bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.